Salut à tous, je fais une petite introduction pour cette vidéo parce que du coup je dois vous expliquer pourquoi je la fais en deux parties. La raison est très simple, c'est que j'avais dit dans la vidéo du bêtisier que en fait j'allais complètement la remanier parce que du coup elle était trop longue, trop chiante, etc. Et en fait j'ai réussi l'exploit en la remaniant et en la rendant beaucoup plus intéressante et beaucoup plus drôle, à la rendre aussi vachement plus longue, c'est-à-dire que maintenant elle fait plus de 25 minutes. Donc du coup je suis obligé de la couper en deux parties. Donc je suis désolé, c'est la seule et unique fois qu'une vidéo fera ça. Parce que de toute façon toutes les autres en fait ont 2 fois moins de texte que celle-là. Donc c'est pour dire à quel point j'avais énormément de trucs à dire sur Alien vs Predator. Mais promis, je le refais plus, c'est la seule qui sera comme ça. Voilà. Donc je vous souhaite un très bon visionnage et je m'excuse encore du retard dû notamment au fait que y avait les fêtes, il y avait aussi les maladies qui sont passées et puis évidemment le changement de matériel. Voilà, donc je vous souhaite encore une fois un bon visionnage, à plus. Salut à tous et bonne année 2017. Ça y est, 2016 on n'en parle plus, c'est terminé, on passe à autre chose. Et pour le tout premier épisode de cette fantastique année qui nous attend, je vais vous parler d'Alien vs Predator. Seulement, étant donné que j'ai pas parlé ni d'Alien ni de Predator dans les épisodes précédents, je suis obligé de faire une petite séance de rattrapage. Parce que oui, il y a des gens qui peuvent ne pas connaître Alien ou Predator. Donc sois indulgent, ami cinéphile qui est derrière ton écran et qui trépigne d'impatience, parce que je dois expliquer aux néophytes qui sont ces deux icônes de la science-fiction. Et on va commencer d'ailleurs par le plus vieux, on va commencer par Alien. L'alien ou xénomorphe est apparu pour la première fois en 1979 dans Alien de Ridley Scott. Cette créature est une véritable saloperie, elle peut tout escalader, son sang est acide, et en plus de ça, elle est dotée d'une deuxième bouche rétractile. Son cycle de vie rappelle celui de certains insectes. Une reine pond un œuf, duquel sort un facehugger, qui pond à son tour un embryon dans le corps d'un hôte, qui se voit transpercé de l'intérieur par un chestbuster, qui devient un peu plus tard un alien de plus de 2 mètres de haut. Alien, c'est sombre, violent et ça vous rend claustrophobe. Le Predator, quant à lui, est un extraterrestre humanoïde qui parcourt la galaxie à la recherche de trophées de chasse. Mais il chasse pas n'importe quoi, il chasse ce qui est dangereux, ce qui lui assure du challenge. Un groupe de commandos par exemple. Sa première apparition au cinéma date de 1987, dans Predator, un film de John McTiernan avec Arnold Schwarzenegger. Et le pépère possède un sacré attirail pour chasser. Camouflage intégral, canon à plasma, griffes en métal et vision thermique. Bref, le Predator, c'est burné, bourrin et belliqueux. Et un jour, la 20th Century Fox, qui a produit les deux licences, a organisé une rencontre entre les deux sales gueules de l'espace, et ça a donné Alien vs Predator. Alien vs Predator, c'est un film américain de science-fiction horreur sorti le 27 octobre 2004 et réalisé par Paul W.S. Anderson, dont les réalisations les plus connues sont l'adaptation du jeu Mortal Kombat et 4 des 6 Resident Evil, une série dont il est aussi le producteur. L'histoire commence quand un satellite photographie une étrange structure en Antarctique. Son propriétaire envoie son bras droit, Max Stafford, chercher Alexa, une alpiniste chevronnée. Je suis à une semaine de toute civilisation. Oui, c'est ce que j'ai dit à Monsieur Welland. Il a répondu qu'il ne pouvait pas attendre une semaine. Ah bah dis donc, heureusement qu'elle était à la montagne, t'imagines si elle avait été ailleurs ? Oui, allô? Oui Alexa, bonjour, on aurait besoin de vous pour une expédition. Quand? Maintenant. Il contacte aussi 2 archéologues, Sébastien et Tom, ainsi que Graham Miller, un expert en chimie organique avec une voix insupportable. Je prends des photos souvenirs pour mes fils. Tenez, ce sont Jacob et Scotty. Tout ce petit monde rejoint une équipe de foreurs sur un super brise-glace qui appartient au propriétaire du satellite, Charles Bishop Welland. Il leur fait part de sa découverte et leur dit qu'ils vont débarquer rapidement sur place pour aller explorer la structure qui se trouve en réalité être une immense pyramide. Alexa du coup est pas très contente parce qu'en fait elle estime qu'il faut 3 semaines de préparation pour une expédition de ce genre. Seulement Bishop, lui ce qu'il veut c'est ne pas se faire voler l'exclusivité. Alors du coup il veut débarquer au plus vite. Si seulement elle pouvait les persuader de faire demi-tour, ça nous éviterait peut-être de voir le film. Bon au final elle décide de partir mais en fin de compte elle reste. Parce que du coup Sébastien lui a posé une question primordiale. J'ai un truc à vous demander. Est-ce qu'on a plus de chances de survie si on débarque avec vous ou si on débarque avec votre remplaçant? Dis-moi, on a combien de chances de survie si on part avec ton remplaçant? Environ 1 sur 1000. Et si on part avec toi? Plutôt 1 sur 100.
J'ai pas compris en quoi c'était mieux de partir avec toi. Du coup, alors elle fait un petit briefing pour tout le monde, histoire de bien organiser les choses. Des événements inattendus vont se produire. Quand ils se produiront, surtout ne jouez pas au héros. On est d'accord? D'accord. C'est d'accord? Oui, madame. Bien. C'est quoi cette voix? Putain la vache, entre lui et Miller, c'est un florilège. Ça doit être génial de se retrouver dans une conversation avec ces deux mecs-là. Qu'est-ce que vous êtes arrivé là? J'ai voulu prendre en photo le PNR. Vous êtes nul, mais là. J'ai mal, les Raiden. C'est un grand nul, mais là. Mais là, quand ça le en faisant des photos, c'est complètement nul, là. L'équipe arrive alors dans un vieux port baleinier dont les habitants auraient mystérieusement disparu il y a une centaine d'années, et découvre alors un tunnel menant tout droit à la pyramide. Seulement la veille, il n'était pas là. Alors qui a fait ça? Eh ben c'est les Predators. Ils ont utilisé un super rayon de la mort qui tue sa mère à coups de jambon, et ils ont tiré un tunnel jusqu'à la pyramide. D'ailleurs au passage, personne n'a vu l'éclair, hein. Ça fait un éclair monstrueux dans le ciel, les mecs devaient se trouver à 50 bornes de là, il y a personne qui a rien vu. Bon au final ils descendent dans le tunnel, le vieux Bishop fait du hors-piste, mais heureusement Alexa est là, de toute façon elle est payée pour ça, et c'est ce qu'il faut faire. Wow. T'as vraiment intérêt d'être sûr où tu plantes ton piolet, parce qu'à 30 cm près t'as plus de salaire, hein. Bon, une fois en bas, l'exploration commence. Seulement, une dalle s'enfonce au passage de l'équipe, et du coup ça provoque le réveil d'une reine alien. Et du coup, les Predators passent à l'action. Les foreurs se font défourailler. Hey, au lieu de dire défourailler, t'as dit défourailler. C'est marrant parce que ça fait un petit jeu de mots avec foreur. Caméraman libre. Hein? En finale, ils se font tous buter, sauf le chef, qui se jette dans le tunnel. Alors se faire découper par des Predators, ou alors faire du bobsleigh sans bobsleigh sur 600 mètres, et à la fin atterrir sur un mur de glace à une vitesse que j'estimerais d'au moins 80 km/h. Je sais pas quoi choisir. Dans la pyramide, ça va de découverte en découverte. Des inscriptions qui laissent entendre que des gens se sacrifient pour qu'une chasse commence, une chambre de sacrifice où sont disposés des corps qui ont tous la poitrine éclatée de l'intérieur, et une salle dans laquelle se trouvent de mystérieux sèche-cheveux. Bah quoi, les dreadlocks, ça s'entretient, hein. On revient sur le chef des foreurs, donc qui est toujours vivant. Ah bah non en fait. Bon bah alors dans ce cas on va revenir sur l'équipe de Weyland alors. Donc en fait l'équipe se sépare en deux, il y en a une partie qui va rester dans la chambre des sacrifices et l'autre qui va aller dans la salle de bain où il y a les mystérieux sèche-cheveux. Bon à ce moment-là, Alexa propose de revenir au bateau. Weyland veut bien, mais à la condition qu'ils repartent avec quelque chose. On sait jamais, la pyramide pourra disparaître dans la nuit. Et lorsque le dernier des sèche-cheveux est retiré, la pyramide subit un vrai bouleversement et se transforme en un véritable labyrinthe. Bon écoutez les gars, l'expédition s'est bien passée, y a que l'équipe technique qui est morte, on s'en est pas trop mal sorti, on va laisser ça bien au chaud et puis on va y aller. C'est marrant, ça ressemble à des sèche-cheveux ça. Oh Dans son coin, la reine fait ce qu'elle fait de mieux, pondre. Ses œufs arrivent dans la chambre des sacrifices, et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Les facehuggers inséminent tout le monde. Oui, alors je sais, inséminer c'est un petit peu fort, c'est même légèrement dégueulasse. Mais en même temps, c'est ce qu'il faut. Du coup, le cycle de vie des aliens commence. Le petit groupe de Weyland se retrouve à l'entrée de la pyramide, mais malheureusement, les Predators leur tombent dessus. Et quand un malheur n'arrive jamais seul, la pyramide se met à bouger de nouveau, et le groupe est séparé en deux. Weyland, Max, Alexa et Sébastien d'un côté, Miller et deux mercenaires de l'autre. Bah puis d'ailleurs, ils vont pas faire long feu puisqu'ils vont tomber sur les aliens. Tu veux te battre, sale fils de pute! Mais pourquoi mettre autant de temps avant de tirer? Mais déjà, arrête de leur parler, ils comprennent pas une broque. Et puis même sans ça, tu sais très bien que tu vas canner, alors essaye au moins d'en embarquer un avec toi. De leur côté, les Predators attaquent de nouveau le groupe de Weyland pour reprendre leurs sèche-cheveux. Et au moment où Alexa s'apprête à se faire découper en rondelles, un des Predators se fait transpercer par une grosse queue. Un des Predators se fait empanner par un alien. Ouais, c'est mieux. On a le droit à un plan anthologie où les deux bestioles se font face, et une fois que l'alien a achevé le premier Predator, il s'attaque au second. Ah, enfin le combat qu'on attendait tous. Alors effectivement, ça se fout vachement bien sur la gueule, et évidemment, à la fin, le Predator défonce l'alien. What? Mais c'est quoi ce bordel?
Non, mais sans déconner, je veux bien que les prédateurs soient pas expérimentés, mais enfin merde. Dans Alien, une nana en slip arrive à tuer un alien. Alors comment ça se fait qu'un extraterrestre de 2,20 m pour 200 kg y arrive pas? Le troisième Predator déboule, se débarrasse de Weyland et manque de peu de découper Sébastien en deux. Heureusement, il est sauvé par un nouveau changement de configuration de la pyramide. À ce moment-là, le Predator, qui s'est arrêté après avoir découpé un facehugger et un alien d'une manière totalement badass, ce qui fait d'ailleurs passer ses deux clampins de congénères pour des trous du cul incompétents, retire son masque pour se faire une scarification avec le sang des aliens. Le seul problème, c'est qu'il y a un facehugger qui se balade dans le coin et qui lui saute à la tronche. À ce moment-là, Alexa et Sébastien peaufinent un petit peu le scénario du film. Ils nous apprennent que les prédateurs ont appris aux humains à construire des pyramides et qu'elles servaient de terrain de chasse à l'alien pour les jeunes prédateurs qui devaient passer leur rite d'initiation, les humains ne servant que de mère porteuse pour les aliens. Et si jamais les prédateurs loupaient leur rite d'initiation, ils faisaient en sorte que les aliens ne puissent pas proliférer. Il faisait en sorte que rien ne survive. Ils sont un petit peu mauvais joueurs quand même les prédateurs. Hein. Par contre, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que les rites d'initiation des prédateurs se passent tous les 100 ans. Et justement, la population du port baleinier dans lequel ils sont arrivés au tout début du film a disparu il y a 100 ans. Et en fait, c'est parce que c'était pendant un précédent rite d'initiation. Et d'ailleurs, dans la version longue du film, on peut voir une scène qui a tout au début, où on voit un mec pris entre un alien et un prédateur. Suite à ça, Alexa et Sébastien décident de redonner son arme au prédateur, le sèche-cheveux, parce que... L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ouais, non, alors... Là, dans la pyramide, vous avez pas d'amis, les mecs. Vous avez que des ennemis. Bon, seulement en chemin, les aliens vont enlever Sébastien. Alexa va se retrouver toute seule, mais le prédateur va finalement lui tomber dessus et faire copain-copain avec elle, après que celle-ci lui ait sauvé la vie en tuant un alien qui l'attaquait. Une nana en doudoune arrive à tuer un alien. Attends, il y a un alien qui a attaqué le prédateur? Bah quoi? C'est normal, non? Bon, ok, on y reviendra. Du coup, pour la remercier, il lui fait un bouclier et une lance avec des morceaux d'alien. Il retrouve Sébastien dans la couveuse des aliens, et comme il est porteur d'un petit vilain, Alexa l'achève. Pardon. Oh, mais qu'est-ce que ça m'énerve, ça aussi. Le mec qui demande qu'on l'achève parce qu'il souffre. L'autre a mis tellement de temps à tirer que le mec il a souffert tout ce que tu veux. Putain, mais tire dans l'alien, ça va aller plus vite. Oh, ça va, hein, y a pas de quoi se vanter d'avoir tué un alien de 30 cm, je m'excuse. Le Predator arme une bombe avec son truc qu'il a au poignet là, il court très très vite, et au moment de prendre une super luge pour remonter le tunnel, un alien tombe sur le Predator et le plante. Ok, maintenant vous arrêtez ça tout de suite. Les aliens n'attaquent pas les gens ou les choses qui portent un des leurs, c'est depuis Alien 3 ça. Attention, ce passage contient un spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu Alien 3. Dans Alien 3, Ripley porte une reine. Du coup, l'alien adulte ne l'attaque pas. Ce serait con de tuer à la fois la mère porteuse et l'alien qui est dedans. Donc du coup, si le Predator a un alien à l'intérieur de lui, ce qui est le cas vu qu'il y a un facehugger qui lui a sauté à la tronche, les aliens devraient lui foutre la paix. Ils échappent à l'explosion avec la super luge, et au moment où ils s'apprêtent à s'embrasser, la reine alien qui a été libérée un petit peu plus tôt par ses sujets émerge de la glace. Après moult péripéties et... Putain d'enfoiré! Ah merde, tu vas bien! Il se débarrasse de la reine après un combat dantesque, et alors qu'Alexa se préoccupe de l'état du Predator qui est mortellement blessé, le vaisseau des Predators et ses occupants se matérialisent devant ses yeux. Donc en fait les mecs ils étaient là depuis le début mais ils leur ont même pas filé un coup de main quoi. Connard. Pendant que des grouillots emmènent le corps de leur défunt pote dans le vaisseau, le chef des Predators, que je vais appeler Poilot parce qu'il a des poils sur la gueule, c'est impressionnant, donne une lance de la mort qui tue à Alexa. Tiens, vends-la sur eBay. Et ils s'en vont dans leur vaisseau Toyota Prius. Non, sérieusement, on dirait vraiment une Toyota Prius, il fait pas de bruit leur truc. Alexa reste toute seule et rentre en chasse-neige, et petit bonus, le Predator accouche.